le métal lui-même se moquait de moi. 2 semaines passées à Nice pour rendre visite à ma sœur Hélène, et voilà que ma propre maison ne me reconnaissait plus. Pendant un instant, je suis restée là sur le perron, la brise d'automne effleurant mes cheveux, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Le quartier semblait identique, avec les mêmes rosiers que je taillais chaque dimanche, la même marche devant la porte que Julien avait repeinte pour moi au printemps dernier. Mais quelque chose n'allait pas du tout. Puis j'ai entendu des pas à l'intérieur. Des pas lents, délibérés. Le bruit de quelqu'un qui se sentait chez soi. La porte s'est ouverte et elle était là, Chloé, ma belle-fille. Mais ce n'était pas la Chloé polie et mielleuse que je connaissais depuis 3 ans. Cette version portait un sourire aussi froid que l'air de novembre. Elle a croisé les bras et a incliné la tête, presque amusée. Monique, a-t-elle dit sur ce ton doucereux qui cachait un venin mortel. Nous avons changé les serrures. C'est notre maison maintenant. Pendant une seconde, mon souffle s'est coupé. Notre maison ? J'avais acheté cet endroit avec 40 ans de sueur, à laver des sols, récurer des bureaux, polir des tables qui ne m'appartenaient jamais. Chaque brique de ces murs portait mon nom, mon effort, mes années de sacrifice. Je l'ai regardé et j'ai senti un mélange de fureur et d'incrédulité monter en moi. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai juste souri, un petit sourire tranquille qui venait d'un endroit plus profond que la colère. C'est donc cela ? Ai-je dit doucement, ma main glissant dans mon sac où reposait mon téléphone, dont le voyant rouge clignotait déjà. Chloé a froncé les sourcils, déroutée par mon calme. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je ne rentrais jamais à la maison les mains vides. J'ai acheté cette maison avec rien d'autre que de la détermination et une serpillière. À l'époque, j'avais 30 ans, j'étais une mère célibataire avec un garçon de 5 ans qui croyait que sa maman pouvait tout réparer. Quand le père de Julien nous a quittés, il n'a pas seulement laissé une chaise vide à table. Il a laissé une montagne de factures et un cœur qui devait continuer d'avancer, coûte que coûte. J'ai commencé à travailler dans une boulangerie à l'aube, à nettoyer les fours et à balayer la farine avant l'arrivée des premiers clients. De là, j'allais directement dans un cabinet d'assurance à La Défense. 30 bureaux, 6 toilettes, 3 étages, tout brillait quand je partais. La nuit, pendant que Julien dormait, je nettoyais un petit cabinet d'avocat, 3 heures à laver, épousseter, essuyer des bureaux. Certaines nuits, mes jambes tremblaient si fort que je devais ramper jusqu'à mon lit. Mais je ne me suis jamais arrêtée. Chaque euro allait dans une boîte à café sous mon évier. Chaque ampoule aux mains était une autre pierre vers quelque chose qui nous appartiendrait un jour. Quand Julien a eu 20 ans, j'avais économisé 85 000 euros. 10 ans plus tard, j'avais enfin assez pour acheter ce pavillon. 3 chambres, 2 salles de bain, une grande cuisine et une terrasse face au soleil levant. Le genre d'endroit dont je n'avais fait que rêver quand nous vivions dans un studio avec un chauffage en panne. Je me souviens du premier jour où nous avons emménagé. Julien courait dans les couloirs en riant, sa voix résonnant contre les murs nus. Je me tenais là, les larmes aux yeux, en pensant que c'était notre foyer, notre sécurité. Chaque cadre que j'ai accroché, chaque rideau que j'ai cousu à la main racontait l'histoire de ce que j'avais perdu et de ce que j'avais rebâti. Pendant des années, j'ai cru que cette maison serait la récompense d'une vie de sacrifice, un héritage pour mon fils et plus tard pour sa famille. Mais je me trompais. Je pensais construire la sécurité alors que je construisais en fait la scène parfaite pour mon propre chagrin. Chloé est entrée dans nos vies comme une brise chaude après un long hiver. Julien me l'a présentée par un après-midi ensoleillé au parc, sa main serrant la sienne, ses yeux brillant d'une joie que je n'avais pas vue depuis des années. « Maman, voici Chloé », a-t-il dit. « C'est elle. » Chloé a souri gentiment, tendant la main avec un charme qui aurait pu faire fondre la glace. « J'ai tellement entendu parler de vous, Madame Durand. Julien dit que vous êtes la femme la plus forte qu'il connaisse. » Ces mots sont allés droit à mon cœur. Quelle mère ne craque pas quand quelqu'un admire son fils et loue ses sacrifices ? Dans les mois qui ont suivi, Chloé est devenue tout ce que je pensais qu'une belle fille devait être. Elle aidait en cuisine, demandait mes recettes, m'apportait des fleurs, m'appelait même maman. Je croyais avoir gagné une autre fille. Lorsqu'ils se sont mariés,
je leur ai proposé de rester dans ma maison temporairement jusqu'à ce qu'ils économisent pour la leur. Juste quelques mois, avais-je dit, vous serez bientôt sur vos pieds. Temporairement. Ce mot reviendrait me hanter. La première année fut paisible. Nous cuisinions ensemble, nous rions lors des petits déjeuners dominicains partagés, mais peu à peu, les choses ont commencé à changer. Cela a commencé par de petits commentaires. Monique, peut-être devrions-nous moderniser le salon, a suggéré Chloé un jour. Ou ce vieux canapé ne correspond pas à notre style. Notre style. La première fois qu'elle a dit cela, quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Quand ses amis venaient, je l'entendais ricaner et dire que oui, nous vivons toujours avec la mère de Julien, mais c'est temporaire. Temporaire. Chaque fois que ce mot sortait de sa bouche, c'était comme si un compte à rebours avait commencé, un compte à rebours qui s'achèverait par la perte de tout ce que j'avais construit. C'était un lundi matin tranquille quand le téléphone a sonné. Je pliais le linge dans le salon quand j'ai entendu une voix d'homme calme à l'autre bout du fil. Madame Durand, c'est Maître Lefebvre de Nice. Je vous appelle pour une nouvelle difficile. Votre sœur Hélène s'est éteinte hier soir. Le monde a semblé s'arrêter un instant. Hélène et moi ne nous étions pas beaucoup parlé ces dernières années, mais elle était ma seule sœur, ma partenaire d'enfance dans chaque difficulté. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille alors qu'il continuait en précisant que Madame Hélène Durand m'avait désignée comme son unique héritière. Des propriétés, des économies et des placements, le tout totalisant environ 310 000 €. Mes jambes ont presque lâché. 310 000 €? Ai-je chuchoté, non par cupidité, mais par incrédulité. Une telle somme pourrait changer ma vie. Je pourrais réparer le toit, refaire la cuisine, peut-être même voyager pour la première fois depuis des décennies. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que Chloé se tenait dans le couloir et écoutait chaque mot. Cet après-midi-là, son ton a complètement changé. Elle m'a fait du café, m'a serré dans ses bras, m'a même demandé si j'avais besoin d'aide pour les papiers. Je suis tellement désolée pour votre sœur, a-t-elle dit doucement, ses yeux brillant de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Mais au moins, vous n'aurez plus à vous soucier de l'argent maintenant. Vous méritez du confort à votre âge. À mon âge, les mots ont piqué, mais je les ai mis de côté. Pour la première fois depuis des années, je me sentais pleine d'espoir. Au cours des jours suivants, la gentillesse de Chloé a grandi. Elle a proposé de m'aider à gérer mes finances. Julien travaille à la banque, maman, a-t-elle dit. Il s'y connaît en investissement. Nous pourrions faire fructifier cet argent. Nous. Ce petit mot a glissé comme une ombre, et j'aurais dû le remarquer alors. Mais je ne l'ai pas fait. Je voulais croire que sa gentillesse était sincère. Je voulais croire qu'enfin la famille signifiait à nouveau la sécurité. 3 semaines après le décès d'Hélène, je me suis réveillée au son d'une voix venant de la cuisine. Il était 2 heures du matin, cette heure tranquille où même le réfrigérateur bourdonne doucement. J'ai enfilé mon peignoir et j'ai suivi le faible murmure. Chloé était au téléphone, le dos tourné vers moi, le ton bas mais pressant. « Maman, c'est presque fini », a-t-elle murmuré. La vieille n'en a aucune idée. Elle est tellement ravie d'être la grand-mère généreuse qu'elle signera tout ce que nous mettrons devant elle. Je me suis figée, mon sang se glaçant. Chloé a continué en faisant les 100 pas. Julien travaille déjà sur elle, la convainquant de transférer la maison pour des raisons fiscales. Une fois que nous aurons les papiers, mon cousin s'occupera du reste. La procuration, le compte joint, tout. Il y a eu une pause, puis un rire étouffé. Ne t'inquiète pas, maman. Une fois que nous l'aurons déclarée incapable mentalement, nous la placerons dans un EHPAD. Julien signera les papiers sans hésiter. Il me fait plus confiance qu'à elle. J'ai pressé une main sur ma bouche pour m'empêcher de halter. Mon fils, mon unique enfant, le garçon que j'ai élevé avec des ampoules aux mains et des gardes de nuit, était prêt à sacrifier ma vie. Chloé continuait de parler en affirmant qu'une fois la vente conclue, il récupérerait près d'1 million d'euros. Entre la maison et l'héritage, il serait à l'abri pour la vie. Et quand elle sera en maison de retraite, elle ne se souviendra même de rien. Ces paroles coupaient plus profondément que n'importe quel couteau. Je me suis reculée lentement,
tremblante, mon cœur se brisant à chaque pas. Mais au même moment, un autre sentiment a commencé à monter, froid, régulier et plus aigu que la peur. Cette nuit-là, j'ai enterré la mère qui pardonnait toujours, et je me suis réveillée en tant que femme qui allait se battre. Le lendemain matin, j'ai agi comme si de rien n'était. J'ai souri pendant le petit déjeuner, j'ai posé des questions sur le travail de Julien, j'ai complimenté les crêpes de Chloé. À l'intérieur, j'étudiais chaque geste, chaque regard, chaque mot qu'il disait. S'il prévoyait une trahison tranquille, je maîtriserais l'art de la vengeance silencieuse. La première personne que j'ai appelée était ma plus vieille amie, Françoise. Nous étions voisines depuis 40 ans, des sœurs de cœur sinon de sang. Quand elle a répondu au téléphone, ma voix était ferme. « Françoise, j'ai besoin de ton aide, et j'ai besoin que tu me promettes de ne pas poser trop de questions. » En moins d'une heure, elle était assise à ma table de cuisine. Son front s'est plissé alors que je lui racontais tout ce que j'avais surpris. « Ces serpents » a-t-elle murmuré. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Je vais leur laisser croire qu'ils ont déjà gagné, ai-je répondu. « Mais j'ai besoin de preuves. De vraies preuves. » Françoise a apporté ses petits enregistreurs vocaux des réunions de quartier. Nous en avons caché un derrière l'horloge de la cuisine, un autre dans la bibliothèque du salon et un troisième près du téléphone. J'ai aussi appris à enregistrer avec mon portable sans montrer l'écran. Ma maison est devenue un piège et ils ne s'en sont même pas rendus compte. En même temps, j'ai commencé à rencontrer discrètement des avocats sous prétexte de planification successorale. Maître Lefebvre m'a expliqué les lois sur la fraude familiale. Si quelqu'un forge votre signature ou vous trompe pour vous faire signer, c'est un crime grave. Il m'a averti de ne jamais signer une procuration générale. Avec cela, il pourrait vendre ma propriété, vider mes comptes, et même me faire interner. J'ai mis à jour mon testament et sécurisé tous mes actifs sous protection légale. À la fin de cette semaine-là, j'avais tout ce dont j'avais besoin, des connaissances, un plan et un masque de confusion. J'ai commencé à oublier de petites choses exprès, à égarer mes clés, à répéter des questions. « Oh mon Dieu, quel jour sommes-nous déjà ?» demandai-je gentiment. Chloé a commencé à sourire de ce faux sourire plus souvent, croyant que son mensonge fonctionnait. Son état s'aggrave, je l'ai entendu dire à Julien un soir. Parfait. Mais je ne perdais pas la tête. J'apprenais leur tactique. Quelques jours plus tard, j'ai dit à Chloé que j'allais rendre visite à mon cousin à Nice pendant 2 semaines. Elle a souri trop vite, de la façon dont les gens coupables le font quand une bonne nouvelle leur tombe dessus. C'est merveilleux, Monique, a-t-elle dit. Julien et moi nous occuperons de tout pendant ton absence. Cet après-midi-là, quand ils sont partis faire des courses, j'ai appelé Françoise. Il était temps. En quelques heures, elle m'a présenté un détective privé en qui elle avait confiance, Luc Moreau, un ancien gendarme spécialisé dans les affaires de fraude familiale. Sa poignée de main était ferme, ses yeux calmes. « Madame Durand, a-t-il dit, mon travail est simple. J'enregistrerai tout ce qu'ils font pendant que vous êtes absente. Photos, audio, vidéo, tout sera légalement recevable. » Le lendemain matin, au lieu d'aller à l'aéroport, je me suis enregistrée à l'hôtel Ibis, un petit établissement à 20 minutes de chez moi. J'ai payé en espèces et je me suis enregistrée sous mon nom de jeune fille, Monique Mercier. De là, Luc a commencé son travail. Les premiers jours, les images étaient routinières. Julien et Chloé déplaçaient mes affaires dans le garage, fouillaient mes tiroirs, ouvraient du courrier qui n'était pas le leur. Mais le 3e jour, le piège s'est refermé. Une caméra a filmé Chloé au téléphone disant à un certain Ravière d'apporter les documents le lendemain. La procuration, le transfert de la maison, les formulaires bancaires, tout. Il y avait une voix d'homme demandant faiblement quelque chose et Chloé a ri. Non, je n'ai pas besoin de sa signature. J'ai des échantillons de son écriture. Ta secrétaire peut la copier comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Mon estomac s'est noué en regardant l'enregistrement plus tard cette nuit-là. Ils avaient déjà falsifié mon nom auparavant et maintenant ils étaient prêts à recommencer. Le lendemain, la caméra de Luc les montrait en train de rencontrer un agent immobilier dans le salon.
La femme regardait autour d'elle et affirmait que dans ce marché, il pourrait vendre pour environ 480 000 euros. Chloé a hoché la tête en disant que c'était parfait car sa belle-mère développait une démence et qu'il devait vendre rapidement avant que cela ne s'aggrave. Chaque mot, chaque mensonge a été capturé par la caméra. Les preuves s'accumulaient et je savais que lorsque je retournerais dans cette maison, je ne rentrerais pas les mains vides. Je rentrerais avec la justice. Le 25 octobre, je suis revenu chez moi à exactement 15 heures. Le taxi s'est garé devant le trottoir et j'ai fixé la porte d'entrée, la porte qu'ils avaient revendiquée comme la leur. Dans mon sac se trouvait une petite clé USB contenant plus de 100 heures d'enregistrement. Preuve, vérité, justice. Quand j'ai essayé la clé, elle n'a pas tourné. Encore une fois, j'ai failli sourire. Tout se passait exactement comme je l'avais prévu. Quelques instants plus tard, Chloé a ouvert la porte, la surprise traversant son visage avant que l'arrogance ne reprenne le dessus. « Monique » a-t-elle dit en croisant les bras. « Nous t'avons dit que les choses avaient changé. C'est notre maison maintenant. » « Oui » ai-je répondu calmement. « Les choses ont changé. » Elle a cligné des yeux, déstabilisée par mon ton. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai lancé l'enregistrement sur mon téléphone. « Appelle Julien » lui ai-je dit. « Nous devons parler, tous les trois. » Julien est apparu quelques instants plus tard, les yeux baissés, la culpabilité déjà inscrite sur son visage. « Maman, peut-être devrions-nous nous asseoir. » Je vous ai interrompus tous les deux. Nous nous sommes réunis dans le jardin, le vent d'automne faisant bruisser les feuilles autour de nous. J'ai posé mon téléphone sur la table, appuyé sur lecture, et j'ai laissé le premier enregistrement remplir l'air. La voix de Chloé était claire comme de l'eau de roche affirmant que la vieille n'en avait aucune idée et qu'elle signerait n'importe quoi. La tête de Julien s'est tournée vers elle. « Chloé, qu'est-ce que c'est que ça ? » « Continue d'écouter, ai-je dit. La partie suivante a diffusé sa conversation avec son cousin au sujet de la falsification de ma signature, des somnifères, de la vente de la maison pour un demi-million d'euros. Le visage de Julien s'est décomposé. « Maman » a-t-il bégayé. « Je ne savais pas. »« Si, tu savais, » ai-je dit doucement. J'ai chaque mot, chaque réunion, chaque mensonge. Chloé s'est levée, tremblante mais défiante, prétendant que je ne pouvais rien prouver. J'ai sorti la clé USB de mon sac et je l'ai posée sur la table. En fait, je le peux. Je n'ai jamais été à Nice. J'ai passé 2 semaines à vous regarder détruire vos propres vies. À ce moment-là, une voiture noire s'est garée devant la maison. Maître Lefebvre et 2 officiers de police en sont sortis. J'ai regardé Chloé une dernière fois. « Tu as changé mes serrures, Chloé » ai-je dit doucement. « Maintenant, c'est moi qui change ta vie. » Les minutes suivantes ont semblé être la fin d'un long cauchemar. Les policiers leur ont lu leur droit alors que Chloé criait au malentendu et que Julien répétait sans cesse « Maman, s'il te plaît, je suis désolé. » Mais c'était trop tard. Chaque seconde de leur stratagème était documentée. Chaque mot enregistré en haute définition. Maître Lefebvre a remis un dossier aux officiers contenant des transcriptions signées, des vidéos horodatées et des copies audio certifiées, de quoi garantir de multiples chefs d'inculpation pour fraude familiale, faux et usage de faux. Tentative de spoliation de propriété et abus de faiblesse sur personnes âgées. Le défi de Chloé s'est effondré alors que les menottes se refermaient sur ses poignets. « Vous ne pouvez pas faire ça à la famille » a-t-elle crié. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Vous vous êtes fait ça à vous-même. » Julien, tremblant, s'est tourné vers moi, les larmes coulant sur son visage. « Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Je pensais que c'était inoffensif. Je n'avais pas réalisé. » J'ai secoué la tête. Tu as réalisé au moment où tu as choisi son plan plutôt que ta conscience. Alors qu'ils étaient escortés dans les voitures de patrouille, le quartier restait silencieux, observant. Pendant des années, j'avais nettoyé des bureaux remplis d'avocats, des hommes qui me traitaient comme si j'étais invisible. Mais ces mêmes personnes allaient maintenant s'assurer que justice soit faite. Je connaissais la loi et cette fois, elle était de mon côté. Des mois plus tard, le verdict est tombé. Julien a été condamné à 18 ans de prison.
Chloé a reçu 22 ans pour avoir été le cerveau de l'opération. Le tribunal a ordonné une restitution de 150 000 € de dommages et intérêts, en plus de la récupération totale de ma maison et de mes économies. Avec cet argent et l'héritage d'Hélène, j'ai acheté une maison plus petite à la lisière de la ville. Françoise s'est installée juste à côté, et nous passons nos matinées à boire du café sur la terrasse en regardant le lever du soleil. Pour la première fois depuis des décennies, je ne travaillais pas pour survivre. Je vivais en paix, entouré d'honnêteté. La justice était venue, non pas de manière bruyante ou violente, mais calme et absolue, exactement comme je l'avais prévu. Parfois, les gens confondent la gentillesse avec la faiblesse. Ils pensent qu'une femme tranquille ne se défendra pas. Que l'âge signifie la reddition. Que l'amour signifie le pardon sans limite. Mais ils se trompent. J'ai passé 40 ans à nettoyer des bureaux pour des hommes qui pensaient que j'étais invisible. J'ai élevé un fils qui a oublié qui avait construit son monde. J'ai ouvert ma maison à une femme qui voyait la générosité comme une opportunité. Pourtant, à travers tout cela, j'ai appris quelque chose de puissant. Le silence n'est pas de la soumission. C'est une stratégie. Quand Chloé et Julien ont changé les serrures, ils ne m'ont pas enfermé dehors. Ils ont déverrouillé une partie de moi qui dormait depuis des années, la femme qui connaissait sa valeur. Et une fois qu'une femme comme celle-là se réveille, il n'y a pas de retour en arrière. Cette histoire nous rappelle que la vigilance est essentielle, même au sein de notre propre cercle familial. En France, comme ailleurs, l'abus de faiblesse sur les personnes âgées est un fléau silencieux qui brise des vies et détruit des héritages bâtis à la sueur du front. Monique représente toutes ces femmes courageuses qui, après une vie de labeur, refusent de se laisser spolier par la cupidité de ceux qu'elles ont aimés. Son calme et sa stratégie démontrent que la sagesse des années est une arme redoutable contre la trahison. Il est crucial de se protéger juridiquement, de ne jamais signer de documents sans l'avis d'un notaire ou d'un avocat, et de garder un œil attentif sur ses finances. La trahison de Julien est particulièrement poignante, car elle montre comment l'influence d'un partenaire toxique peut effacer des décennies de gratitude filiale. Heureusement, la justice a prévalu, envoyant un message fort sur les conséquences de tels actes. La fin de Monique est une leçon de résilience, elle nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de son destin et savourer une paix chèrement acquise. Que pensez-vous de la réaction de Monique face à la trahison de son propre fils et de sa belle-fille? Auriez-vous eu la force de mener une telle enquête secrète pour protéger vos droits ou auriez-vous agi différemment face à une telle situation familiale?